Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se mobilise à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Le parti a lancé une nouvelle campagne d'adhésion dans la commune de Port-Bouët. Pour l'heure, plus de 8000 nouveaux adhérents ont été recensés. Retour sur la 7e édition de la conférence sur les fonds de pension et les investissements alternatifs en Afrique, un événement où il a notamment été question du financement des infrastructures grâce aux fonds de pension. Denis-Charles Kouassi, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, est avec nous pour en parler. Et puis le sommet sur l'intelligence artificielle dans les médias se poursuit à Yaoundé. Un sommet organisé par l'Union africaine de radiodiffusion et soutenu par l'UNESCO. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une première étape de franchie dans l'adoption du projet de loi d'amnistie au Sénégal. Le texte a été validé par une commission technique de l'Assemblée nationale. Il sera ensuite examiné ce 6 mars lors d'une séance plénière. Rappelons que ce projet de loi avait été annoncé par le président Macky Sall à l'ouverture du dialogue national. Il porte sur des faits liés aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Mais le texte est vivement décrié par l'opposition qui dénonce un déni de justice. Il favoriserait, selon elle, l'impunité des forces de l'ordre et de leurs responsables impliqués dans la répression des manifestations. Dans l'actualité également, l'excision sera-t-elle de nouveau légalisée en Gambie ? La levée de l'interdiction des mutilations génitales féminines fait l'objet d'un texte de loi qui est à l'étude depuis le 4 mars à l'Assemblée nationale. Si son adoption est pour l'heure incertaine, elle ferait l'écho d'un véritable recul pour le pays en matière de droits des femmes. Les mutilations génitales féminines et l'excision sont pour l'UNICEF, je cite, des pratiques dangereuses aux conséquences dramatiques pour la vie des jeunes filles et femmes. Elles sont considérées comme une violation des droits des filles à la santé, à leur bien-être et à leur autonomie. La Gambie avait pourtant interdit l'excision en 2015 sous la présidence de Yahya Jammeh. L'ancien chef de l'État justifiait sa décision par l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. Le décret avait été instauré 10 ans après que le pays ait ratifié le protocole de Maputo. 2025 sera une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Le pays organisera son élection présidentielle. À l'approche de cette échéance, le PDCI-RDA entend élargir sa base électorale. Le parti dirigé par Tidjane Thiam a lancé une nouvelle opération d'adhésion dans la commune de Port-Bouët. Marie-Roger Kouao. En Côte d'Ivoire, la course pour l'élection présidentielle de 2025 est lancée. Tidjane Thiam, le président récemment élu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui se projette pour la présidentielle de 2025, après avoir annoncé sa volonté de remettre son parti au pouvoir, gagne du terrain. Le PDCI-RDA a lancé du 8 au 15 janvier 2024 une opération d'adhésion sur toute l'étendue du territoire. Une opération qui enregistre à ce jour plus de 8000 adhérents. Notre priorité doit être maintenant d'élargir la base de la liste électorale en permettant et en facilitant l'inscription de nos militants et de tous les sympathisants sur cette liste. J'ai donné le chiffre de 12 millions pour la Côte d'Ivoire. C'est un chiffre que nous, le PDCI, pouvons atteindre avant octobre 2025. Comme je l'ai dit, nous sommes à 8 millions aujourd'hui, ce qui nous place en dessous du Libéria. Je n'ai rien contre le Libéria, mais c'est un pays qui a fait 10 années de guerre civile et qui est à 37%. Donc avoir 33% en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Il faut absolument, pour changer le résultat de cette élection et avoir le résultat que nous voulons, s'inscrire massivement sur des listes. C'est la condition du succès. Donc je vous invite tous à mener cette campagne avec moi. Merci. Tidjane Thiam, qui attend à améliorer la gouvernance au terme du scrutin présidentiel de 2025, reste convaincu que travailler dans l'unité et la cohésion serait un avantage pour la réalisation de ces défis cruciaux. Dans cet esprit, nous devons continuer à travailler sans cesse à la consolidation de l'unité et la cohésion du parti. Nous avons besoin de rassembler toutes nos forces, car les défis qui nous attendent sont importants et cruciaux. Et comme je le dis souvent, même unis, nous ne sommes pas sûrs de vaincre, mais désunis, nous sommes sûrs de perdre. Cela fait plus de 2 décennies que le PDCI-RDA n'a pas accédé à la magistrature suprême ivoirienne. Élu le 22 décembre 2023, les défis du leader du premier parti d'opposition sont nombreux et son projet majeur reste le retour du PDCI-RDA au pouvoir dans 2 ans. Conscient que le taux de participation reste l'enjeu des élections, Tidjane Thiam entend enregistrer le maximum de militants
à l'horizon 2025. Retour à présent sur la 7e édition de la conférence sur les fonds de pension et les investissements alternatifs en Afrique. Industriels et investisseurs étaient notamment présents à l'île Maurice les 28 et 29 février. Et parmi les participants, Denis Charles Kouassi, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. Il est avec nous pour en parler. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il a été question pendant cet événement du financement des infrastructures grâce aux fonds de pension qui se sont beaucoup développés ces dernières années en Afrique. Qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire? Les fonds de pension se sont développés en Afrique, c'est vrai, mais pas en zone Afrique francophone. Et à cette conférence, il y avait des fonds de pension, il y avait des fonds d'investissement. Mais l'Afrique francophone était représentée uniquement par la CNPS de Côte d'Ivoire. C'était un peu... Comment se fait-il qu'il y ait parce que la culture véritable du business et des financements des fonds de pension n'est pas très ancrée en Afrique francophone, et on essaie, nous, d'essayer de faire passer le message, parce que le développement des infrastructures, le développement financier tout court passe par le développement des fonds de pension. Parce que quand vous avez un fonds de pension qui collecte des ressources, ces ressources-là vont alimenter les banques, vont alimenter des fonds d'investissement. Les banques, les fonds d'investissement, plus d'autres formes de classes d'actifs, vont financer les entreprises. Et si on prend par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, depuis une dizaine d'années, on a développé vraiment cette notion de fonds de pension, parce qu'avant, il y a 10 ans en arrière, on était juste une caisse de sécurité sociale et qui équilibrait ses comptes sans plus, qui était même en déficit. Mais depuis une dizaine d'années, l'État de Côte d'Ivoire a fait des réformes importantes pour qu'on puisse véritablement constituer des réserves et faire des investissements. On va y revenir sur ces réformes. Et c'est grâce à cela que aujourd'hui, on a un portefeuille monétaire financier de 1000 milliards et qui fait que nous sommes devenus un fonds de pension connu en Afrique et même en dehors de l'Afrique. On va y revenir plus tard, mais d'abord, on va y revenir sur les fonds de pension. Est-ce que, selon vous, ils peuvent répondre au déficit de financement des infrastructures en Afrique? Est-ce que c'est la solution concrète? C'est une des solutions. Parce que vous collectez l'épargne sur de grands nombres de personnes. Quand vous prenez tous les travailleurs, en Côte d'Ivoire, la CNPS gère les travailleurs salariés du secteur privé. Et récemment, l'État de Côte d'Ivoire a ajouté les travailleurs du secteur formel et des indépendants. Donc vous voyez la force de collecte que ça représente. Et comme je vous ai dit, grâce à cette réforme, on est devenu un véritable fonds de pension. Pour vous donner une idée, nos réserves, qui sont estimées à 1000 milliards, représentent 5 années de paiement de prestations. 5 années de paiement de prestations. Alors que nous gérons un régime de répartition qui exige uniquement une année de sécurité de paiement de prestations. Donc vous voyez qu'on a 4 ans de battement pour pouvoir investir, même dans des investissements un peu risqués, parce que on a la couverture, la garantie qu'il faut par rapport à notre régime de sécurité sociale. Et ça aussi, c'est un peu la particularité de la CNPS de Côte d'Ivoire. Parce que généralement, quand on parle de fonds de pension, ce sont des régimes par capitalisation. Ce n'est pas des régimes par répartition. Et nous, on a gardé le régime par répartition, donc on garantit des prestations sur le long terme, mais en même temps, comme on a trouvé un système pour créer des excédents et investir, à la fois, on devient comme un véritable fonds de pension avec des ressources énormes. Et c'est ce qui nous a valu cette invitation à la conférence des fonds de pension. Et j'étais sur un panel où il y avait des structures puissantes comme BlackRock en termes de fonds d'investissement. Et donc, ça a été des échanges très fructueux. On a évalué les besoins de l'Afrique en termes d'infrastructures. On a abordé les questions de logement pour essayer de faire en sorte que les travailleurs puissent tous avoir
un logement à leur retraite. Donc c'était très La fructueux. question du logement en Côte d'Ivoire, elle est un peu d'actualité. Il y a des opérations de déguerpissement qui sont en cours. Donc la question du relogement... Oui, là, le gouvernement a pris en main cette question du logement en demandant à la CNPS d'étudier, de mettre en place une prestation retraite-logement qui permettra à tous les travailleurs d'avoir un logement à leur retraite. Il y a 3 caractéristiques de ce programme. Le remboursement se fera sur une trentaine d'années. Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser 5% et ce sera sous forme de location-vente. Et nous avons l'intention de construire au moins 50 000 logements par an à partir de 2025. Voilà. Donc c'est un projet qui va venir vraiment résoudre ce problème de logement en Côte d'Ivoire. Alors, pour 2030, l'objectif ciblé de la CNPS est d'atteindre un portefeuille financier chiffré à 2000 milliards de francs CFA. Exactement. Quels sont les moyens mis en œuvre pour concrétiser cet objectif? La machine est déjà en marche puisque on a commencé timidement il y a 10 ans avec 8 milliards d'excédents en 2012, 36 milliards en 2013 et on a atteint 100 milliards d'excédents en 2019. Et déjà, en 2023, on a atteint 200 milliards d'excédents. Et à partir de maintenant jusqu'à 2030, c'est minimum 200 milliards d'excédents qu'on va faire. Quand vous multipliez par 6, 200 milliards, ça vous fait 1 milliard 2. Quand vous ajoutez au milliard que nous avons actuellement, vous êtes facilement à 2000 milliards. Quels sont aujourd'hui les défis qui restent à être relevés et quelles sont vos ambitions pour cette année 2024? Alors, en plus du projet de retraite logement, pour lequel on a commencé les études, l'État de Côte d'Ivoire nous a demandé aussi d'étudier la mise en place d'une assurance chômage. Parce qu'avec la Covid, on a vu que tout pouvait s'arrêter et un grand nombre de personnes pouvaient être au chômage. Donc nous sommes en train de faire l'étude aussi. Sachant que depuis 3 ans, la sécurité sociale a été étendue aux travailleurs indépendants et au secteur informel et ça progresse aussi très bien. Donc nous sommes en train de construire véritablement un système de sécurité sociale qui va permettre de résoudre vraiment pas mal de problèmes liés à la précarité et à la pauvreté. Merci beaucoup Denis Charles Lepoissy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Quel avenir pour les médias à l'ère de l'intelligence artificielle? La question est au cœur d'une conférence internationale qui se tient actuellement à Yaoundé. Un sommet organisé par l'Union africaine de radiodiffusion et soutenu par l'UNESCO. Jusqu'au 6 mars, les experts se pencheront notamment sur la question de l'impact de l'IA en matière d'intégrité de l'information. Nous retrouvons sur place notre correspondant Séverin Ndouke. Santé, finances, agriculture, élevage, gestion des forêts ou du climat, pas un seul secteur n'échappe aux technologies liées à l'intelligence artificielle de nos jours. Une technologie désormais incontournable au cœur de la transformation digitale dans laquelle le monde est engagé. Mais pour l'univers des médias, la technologie représente tout aussi un danger. Deepfake, clonage de voix et autres informations fallacieuses sont entre autres défis à relever avec l'avènement de cet outil. La question était au centre des discussions du sommet de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est ouvert le 4 mars 2024 à Yaoundé. Les médias africains ont, sans plus attendre, pris conscience des enjeux et qu'ils s'engagent à une réflexion stratégique sur ce sujet dans le cadre de ce sommet international de Yaoundé. Ils démontrent ainsi, s'il en était encore besoin, qu'ils ont compris leur rôle de critique sociale, mais aussi de défense et de promotion de l'identité africaine. Comment mettre à profit l'intelligence artificielle dans l'univers médiatique africain? Tel sera le fil conducteur des discussions qu'abrite le sommet de 3 jours qui se déroule sous le thème « L'intelligence artificielle, nouvelles frontières dans les médias africains ». Selon les experts, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré systématiquement d'ici 2026. Un flux important qui laisse planer le spectre de la propagation de la désinformation, véritable gangrène pour la stabilité des États africains.
Malheureusement, l'Afrique se comporte plus en consommateur qu'en contributeur au développement de cette technologie. Il est impératif de relever le défi que constitue l'IA. Mais on a tout à craindre, mais dans la mesure où j'ai la faiblesse de penser que l'intelligence humaine va toujours prévaloir. Je pense que si l'homme reste maître sans être absolument tributaire de l'intelligence artificielle, il n'y a que l'homme pour conduire ce processus-là, cette nouvelle révolution. Les travaux de ce forum international auxquels prennent part des experts, universitaires et chercheurs, managers de médias et hommes de médias devraient déboucher sur l'élaboration d'une stratégie commune de l'IA en Afrique, à l'élaboration d'un cahier de propositions pour la contribution de l'Afrique à la création du code éthique de l'IA en cours de préparation et à la création de l'Observatoire africain de l'IA. Investisseurs, représentants d'institutions, encore acteurs du secteur privé y sont présents. La 3e édition du Guinea Investment Forum a ouvert ses portes ce 5 mars à Conakry. Un rendez-vous crucial pour les autorités de transition qui aspirent à transformer l'économie guinéenne. Dans cette optique, l'accent est mis sur l'industrialisation. Reportage de notre correspondant Nabila Kamara. Le Guinea Investment Forum, 3e édition, est un événement majeur pour la Guinée. Une plateforme qui mobilise les investisseurs publics et privés afin de promouvoir un portefeuille de projets bancables, mais aussi de conclure des transactions structurantes. L'État et ses partenaires se fixent pour défi d'amener les investisseurs à s'engager et à agir efficacement en vue de faciliter davantage le développement et l'investissement dans le pays. Un catalogue de 13 projets publics diversifiés et ambitieux est à la recherche d'un financement de près de 12 milliards de dollars américains. Cette rencontre revêt une importance cruciale pour la croissance économique de la Guinée, car au-delà d'être un simple forum international, le GIF agit comme un catalyseur connectant divers acteurs et secteurs pour favoriser le développement socio-économique de la Guinée. La banque sera à vos côtés à travers diverses formes de participation, directe ou indirecte, au financement des projets privés pour rassurer les investisseurs. Le Guinea Investment Forum réunit 2000 participants issus du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des institutions financières ainsi que du secteur privé local et international. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué vouloir transformer la Guinée à travers une industrialisation des ressources du pays, mais aussi la mise en valeur de ses opportunités. C'est une volonté stratégique, par exemple, de faire de la bauxite ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. Nous voulons que nous ayons une dynamique de transformation en profondeur dans le temps de la bauxite en alumine et qui permettra de faire ressortir d'autres ressources que la Guinée possède. Au terme de la cérémonie de lancement, les participants ont effectué des visites des stands, des différents stands. Une occasion notamment pour le Premier ministre de réitérer aux différents chefs d'entreprise et investisseurs sa volonté de mettre en valeur les opportunités qu'offre la Guinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.